Le moment est historique en Somalie. Les membres de l'Assemblée constituante ont voté à une majorité écrasante de 621 voix contre 13 pour la nouvelle constitution. 8 jours durant, les 825 délégués réunis ont rédigé les derniers termes de la constitution provisoire. Elle entre immédiatement en vigueur, même si un référendum devrait permettre son adoption définitive. Le texte prévoit une république fédérale basée sur des lois compatibles avec la charia, le pluralisme politique et la présence des femmes dans toutes les institutions nationales. Les travaux ont pu arriver à leur terme malgré une tentative de double attentat suicide quelques heures avant le vote devant le bâtiment abritant l'Assemblée. Nos troupes ont reçu l'ordre d'utiliser la force pour arrêter toute personne essayant de prendre d'assaut le Parlement. Après, ils ont réussi à tirer et tuer l'un des kamikazes. Puis il a explosé immédiatement parce qu'il portait des bombes sur lui. L'autre a été blessé. Après, les soldats gouvernementaux ont tiré sur lui, puis il s'est fait exploser. La menace islamiste des Chebabs reste très présente. L'un des plus célèbres humoristes somaliens, connu pour ses critiques à l'encontre des islamistes, a été inhumé mercredi après avoir été abattu la veille par 2 hommes non identifiés. La Somalie vit dans le chaos, marqué par des décennies de guerre civile depuis la chute du président Siad Barre en 1991. Le gouvernement de transition peine à instaurer une autorité centrale gangrénée par une corruption massive. Et la fin du mandat du gouvernement de transition, prévue le 20 août, apparaît comme une étape clé dans le processus de démocratisation. Un collège de chefs coutumiers devrait désigner les députés de la future Assemblée nationale qui éliront le futur président. Visite éclair du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à Damba au Burkina Faso. Antonio Guterres, accompagné par la secrétaire américaine adjointe pour les réfugiés Anne Richard, est venu témoigner du soutien des Nations Unies dans ce camp de réfugiés maliens. Je pense que ce qui est très important de souligner, c'est que nous avons maintenant 250 000 réfugiés en provenance du Mali, avec un niveau énorme de souffrance et de privation. Ils ont franchi les frontières de pays très pauvres qui sont confrontés aux dramatiques problèmes de sécurité alimentaire. Plus de 200 000 personnes ont fui les combats au Mali au cours de ces 6 derniers mois. 65 000 ont pu traverser les frontières vers les pays environnants. Une situation qui nécessite, selon le haut-commissaire des Nations Unies, une attention de la communauté internationale. Ces populations ont trouvé une grande générosité dans leur pays d'accueil qui sont prêts à tout partager avec eux. Mais elles n'ont pas trouvé jusqu'à présent l'attention de la communauté internationale et nous nous battons pour leur fournir les besoins de base. Antonio Guterres continue à tirer la sonnette d'alarme à l'endroit des donateurs pour une aide alimentaire. Je suis très heureux d'être accompagné par la secrétaire américaine et je lance un appel à la communauté internationale qu'elle fasse preuve de solidarité à l'endroit de ces réfugiés maliens, de la même manière que les gouvernements burkinabés, nigériens et mauritaniens qui les ont accueillis. Le Mali est confronté depuis le 17 janvier dernier à des attaques rebelles touaregs contre plusieurs localités du nord. De nombreuses organisations ont commencé à apporter une assistance aux déplacés, mais la réponse est actuellement très loin de répondre aux besoins. C'est devenu un événement attendu chaque année. Gouvernement et secteur privé se rencontrent à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. De véritables états généraux sur l'initiative privée qui se tiennent depuis 2001. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir s'adresser à un Premier ministre et de dire que dans tel domaine, il y a des difficultés, notamment comme on l'a dit souvent, la contrefaçon, la fraude, ou que un acteur du public fait de la rétention sur des dossiers d'un opérateur économique. Cette année encore, les opérateurs économiques sont venus avec leurs préoccupations, leurs difficultés et leurs doléances qu'ils souhaitent voir résolues pour jouer le rôle de moteur de la croissance. Les boulangers, par exemple, veulent une augmentation du prix du pain à défaut d'une baisse du prix de la farine de blé. Tout augmente sauf le pain. Le même pain qu'on achetait à 240 000 il y a quelques années, actuellement la tonne est à 410 000. Il n'y a pratiquement plus de marge. L'Union des cinéastes plaide pour la cause du cinéma burkinabé qui connaît une crise. Il faut des fonds pour relancer la production. Quelques exemples simples, nous faire profiter du fonds de l'électrification, le fonds pour l'audiovisuel qu'on prend sur les formulaires de l'électricité. Une préoccupation est restée constante depuis 2001, la baisse de la pression fiscale. Sur cette question, des avancées notables sont constatées.
On a vu le taux de l'impôt société qui est passé de 45% à 27,5% aujourd'hui. Clairement, ce sont des mesures qui mettent plus à l'aise certains contribuables pour être un petit peu plus transparents. Et on a vu qu'au cours des mêmes années, les recettes fiscales de l'État ont doublé. Ces efforts sont appréciables, mais il reste à revoir le mode de paiement de la TVA qui pèse comme un impôt sur la trésorerie des entreprises. Devant les opérateurs économiques, le gouvernement a pris des engagements sur tous les sujets de préoccupation. Rendez-vous en 2013 pour le bilan. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a accueilli avec enthousiasme ce mercredi la décision du Nigeria de nettoyer une importante pollution pétrolière dans la région d'Ogoni. L'annonce intervient un an après les conclusions alarmantes du rapport scientifique commandité par le gouvernement auprès de l'institution onusienne sur la pollution pétrolière dans le sud-est du pays. Cette décision fait écho au combat que mène Shell, la plus grande compagnie pétrolière au Nigeria, à l'encontre des raffineurs et des producteurs de pétrole illégaux qui les concurrencent. Réparer ce qui s'est déjà produit sera vain, à moins d'empêcher l'escalade du désastre écologique. Je pense que le défi se situe là précisément. Ces travailleurs de l'ombre sont des criminels aux yeux des autorités. Ils cuisent le pétrole, comme ils disent ici, et dénoncent le fait que leur gagne-pain soit constamment mis en péril. C'est principalement à cause de notre activité qu'ils agissent ainsi. Ils ne nous reconnaissent pas, même si notre communauté se rend visible. Les flammes frappent de leur chaleur le pétrole brut dans ces fours de fortune. Le fioul passe par des pipelines rafraîchis par l'eau. Le tout sort par ce conteneur. D'abord le pétrole, puis le kérosène et enfin le gazole. Ce qu'il en reste sera déversé dans la rivière. Cette activité est très dangereuse en raison de fréquentes explosions et de dégazage sauvages. Les accidents de travail sont monnaie courante, mais cela n'entame en rien la détermination des travailleurs clandestins. Chaque jour, ils continuent de nous mépriser, de nous traquer. Après, on se tient à carreau. Ensuite, on poursuit notre activité. C'est du vol, oui, mais si le gouvernement nous aidait, nous quitterions l'illégalité. Pourtant, l'armée veille. Plusieurs centaines de suspects ont d'ailleurs déjà été arrêtés. Personne ne sera protégé en vertu de son statut ou de sa profession. Peu importe sa place au sein de l'échelle sociale. Nous effectuerons cette mission. C'est la raison de notre présence. La complicité au plus haut niveau de l'État révèle une emprise tentaculaire des politiques sur la commercialisation parallèle du pétrole au Nigeria. Les métiers de producteurs et de raffineurs de pétrole illégaux ont encore de beaux jours devant eux, malgré l'épée de Damoclès qui menace le fragile équilibre de l'écosystème. Le souvenir de Fela Kuti habitera à jamais la ville de Lagos. 15 ans après sa mort, la maison du saxophoniste nigérian est en phase d'être transformée en musée. Une manière de préserver l'héritage du musicien. C'est très important pour moi et c'est pour cela qu'on l'a enterré ici, parce que nous voulions en faire un musée après sa mort. C'est notre rêve d'en faire un musée pour que tous ceux qui connaissent et aimaient Fela puissent voir où il habitait, comment était sa vie, écouter sa musique et en porter un souvenir. Le chanteur nigérian au rythme afrobeat était connu pour ses critiques véhémentes contre la corruption et son style de vie hors norme. Il est reconnu par le peuple nigérian et dans le monde entier. Il y a une pièce, un film va être réalisé. C'est au-delà de l'histoire du Nigeria, de l'Afrique. Il y a une vingtaine de groupes à New York qui jouent de l'afrobeat, plus d'Européens même que d'Africains qui en jouent. Et on dirait que les Américains ont même pris le devant sur l'Afrique. Le gouvernement de l'État de Lagos a octroyé à la famille une somme de 40 millions de naira, soit 200 000 € pour la construction du musée. Le musée Fela Kuti devrait ouvrir en octobre durant la Celebration, une série d'événements en hommage à l'artiste qui a lieu tous les ans pour célébrer l'anniversaire de sa naissance. La proclamation des résultats des examens officiels du sous-système anglophone marque la fin d'année scolaire au Cameroun. Les candidats au GCE Advanced Level et au GCE Ordinary Level se bousculent pour connaître leurs résultats d'examen. Je suis émue, je suis trop émue parce que je suis trop contente de passer. Parce que j'ai rêvé de cette chose-ci, je suis trop émue, c'est pas trop de choix. Très grand parce que c'est la première fois que je fais mon examen et j'ai eu une fois.
En attendant la lecture officielle des noms des admis à la radio, les élèves utilisent tous les moyens possibles pour s'informer. Les enchères montent même pour acquérir quelques journaux qui auraient eu la primeur de ces résultats. Je suis arrivée au lycée bilingue des applications en Waikele. Arrivé là-bas, on m'a dit non, que je descende au Billy. C'est mon professeur, mon répétiteur. Alors quand je suis descendue au Billy, j'ai acheté le journal, j'ai trouvé mon nom. Vraiment, j'ai d'abord crié parce que j'avais d'abord une joie. Et j'ai résisté à mes parce que j'ai eu tous mes donc c'est pour ça que je suis vraiment contente. C'est une grande joie pour moi. Dans le même temps, dans le sous-système francophone, les résultats des probatoires de l'enseignement général et technique, un examen qui correspond à la première partie du baccalauréat au Cameroun, sont aussi connus. Le taux de réussite est très en deçà de la moyenne. 3787 candidats ont été déclarés admis, ce qui correspond à un pourcentage de réussite de 37,93% de taux de réussite. Il est en baisse par rapport à l'année dernière d'environ 2%. Avec la publication des résultats des probatoires et des GCE, c'est donc l'année scolaire 2011-2012 qui s'achève au Cameroun. Élèves et enseignants peuvent s'estimer désormais en vacances en attendant le 3 septembre, jour de la rentrée pour le compte de l'année scolaire 2012-2013.